Mon frère a ri quand il m'a dit de dormir dans ma voiture après que j'ai été licencié, mais il ne savait pas que j'avais vu l'alerte bancaire. Il ne me donnait pas une leçon, il me volait ma commission de 142 000 $. Regardez comment je l'ai piégé chez le notaire et j'ai récupéré chaque centime. Mon nom est Elise Scott et pendant exactement 28 minutes, j'étais la reine incontestée d'Iron Leaf Commercial Partners. L'encre était à peine sèche sur le contrat de location. C'était un contrat commercial énorme, un engagement de 10 ans pour un locataire principal dans l'un des plus récents développements de Ridgefield. La valeur totale de l'accord s'élevait à 3,1 millions de $. Je me souviens avoir regardé ce chiffre sur la dernière page, la façon dont les virgules séparaient les zéros, sentant l'adrénaline vibrer dans mes doigts. Mon patron, Marcus, m'avait tapé la main sur l'épaule dans la salle de conférence vitrée, rayonnant devant le reste de l'équipe de vente. Il a dit à tout le monde de me regarder pour voir à quoi ressemblait la fin. Il a dit que mon chèque de commission allait établir un record pour le trimestre. J'ai fait le calcul dans ma tête pour la 100e fois, 142 800 $. C'était ma part. C'était la compte sur ma propre maison. C'était la liberté. Je suis retourné à mon bureau flottant sur un nuage. Je pouvais sentir le café éventé et le parfum cher qui imprégnaient le bureau. Mais pour la première fois depuis des années, cela sentait la victoire. J'ai commencé à taper un email à ma mère, voulant lui dire que je l'avais enfin fait, que les années de travail acharné étaient terminées. Puis à 16h47, le système de messagerie interne a sonné. C'était une demande de réunion des ressources humaines. Objet, mise à jour du statut. Lieu, la salle calme. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Peut-être que c'était de la paperasse pour la commission. Peut-être une promotion. Je suis entré dans la petite salle insonorisée au bout du couloir, mon carnet à la main, souriante. Jennifer, la directrice des RH, ne souriait pas. À côté d'elle était assis un homme du service juridique que je n'avais jamais rencontré. Il y avait une boîte en carton sur la table entre nous. Elle était vide, pliée à plat, attendant d'être assemblée. L'air dans la pièce semblait sous vide. Jennifer ne m'a pas offert de siège. Elle a juste regardé un script devant elle et a commencé à lire. Elle a parlé de restructuration d'entreprise. Elle a utilisé des mots comme redondance et effet immédiat. Elle a dit qu'en raison d'un réalignement des territoires, mon poste était supprimé à compter d'aujourd'hui. J'ai ri. J'ai en fait laissé échapper un petit rire confus. Je lui ai dit que je venais de conclure l'accord de Ridgefield il y a une demi-heure. Je lui ai dit que Marcus venait de me serrer la main. Jennifer n'a pas levé les yeux. Elle a glissé un morceau de papier sur la table. C'était un accord de séparation. Elle m'a dit de lui remettre mon badge, mon ordinateur portable professionnel et mon téléphone. Ma vie personnelle était sur ce téléphone, mes applications bancaires, mes photos, mes contacts. Je lui ai dit que j'avais besoin de transférer mes données. L'homme du service juridique a secoué la tête. Il a dit que l'appareil était la propriété de l'entreprise et qu'il avait été effacé à distance dès mon entrée dans la pièce. Il a montré la boîte. Il m'a dit que j'avais 10 minutes pour vider mes effets personnels de mon bureau sous surveillance. 10 minutes plus tard, j'étais debout sur le parking. Le soleil se couchait sur les rocheuses, projetant de longues, des ombres violettes meurtries sur l'asphalte. Je tenais une boîte contenant une agrafeuse, une photo encadrée de mon chien qui était mort il y a 2 ans, et une tasse à café qui disait « Boss Lady ». Je me tenais là près de ma berline, une 4 portes argentée que j'avais conduite pendant 6 ans, et j'ai senti le monde basculer. Mes oreilles sifflaient. C'était un sifflement aigu, comme un sifflet de chien. Je venais de faire gagner 3 millions de $ à l'entreprise, et il m'avait effacé avant même que le champagne de la célébration ne puisse être ouvert. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. L'odeur de vieux cuir et d'assainisseur d'air à la vanille m'a frappé. La seule chose familière qui restait dans un monde qui était soudainement devenu hostile. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'un refuge. Mon bail d'appartement se terminait dans 3 jours. Je ne l'avais pas renouvelé parce que j'étais en train de planifier d'acheter un logement avec l'argent de la commission. L'argent de la commission que j'avais maintenant peur de ne jamais voir. J'avais besoin de ma famille. Je suis sorti du parc de bureaux, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine garder la voiture sur la voie. Je me suis engagé sur l'autoroute en direction des banlieues.
J'ai appelé mon frère Gavin. Gavin avait 2 ans de plus que moi. Il avait toujours été l'enfant prodige, celui qui prenait de grands risques et s'attendait à ce que tous les autres nettoient le désordre. Mais c'était mon frère. Nous partagions le même sang. Sûrement, en cas de crise, cela signifiait quelque chose. Il a répondu au 3e coup de fil. Le bruit de fond ressemblait à une télévision, peut-être un match de football. J'ai gardé ma voix stable, même si j'avais envie de crier. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi. Je lui ai dit qu'il m'avait renvoyé. Je lui ai dit que j'avais peur et que j'avais juste besoin d'un endroit où dormir une nuit ou 2 jusqu'à ce que je puisse trouver ma prochaine étape. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis j'ai entendu le froissement d'un sac de chips. « Dors dans ta voiture », a dit Gavin. J'ai cligné des yeux, fixant les feux arrière d'un camion devant moi. Je lui ai demandé de répéter. « Dors dans ta voiture. » « Élise », a-t-il dit à nouveau, sa voix plate et indifférente. La maison est pleine. Maman et papa ont des cartons partout du nettoyage du garage. La chambre d'amis est pleine de broles. Il n'y a littéralement nulle part où tu puisses dormir. De plus, ce n'est que pour une nuit, n'est-ce pas? Tu iras bien. Il ne fait pas si froid dehors. Il a raccroché. J'ai fixé l'écran du téléphone. Dors dans ta voiture. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, un renvoi, mais je n'avais nulle part où aller. Mes amis étaient tous des collègues de travail, des personnes qui étaient probablement en train de disséquer mon licenciement dans la salle de pause. Je ne pouvais pas les affronter. Je ne pouvais pas affronter un réceptionniste d'hôtel. Je voulais juste être près de personnes qui connaissaient mon nom. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Ridgefield. C'était une grande maison de style ranch au bout d'un cul-de-sac, le genre d'endroit qui projetait stabilité et confort de la classe moyenne supérieure. Je me suis garé dans l'allée à 19h30. La maison était inondée de lumière. Le lustre du salon était allumé. Les spots de la cuisine étaient allumés. Mais tous les rideaux étaient tirés serrés. Cela ressemblait à une forteresse. J'ai coupé le moteur. Le silence de la banlieue m'a envahi. D'habitude, ma mère serait à la fenêtre si elle entendait une voiture. D'habitude, mon père sortirait pour vérifier la pelouse ou me demander le kilométrage de mes pneus. Ce soir, rien. Je suis resté là pendant 1 heure. J'ai regardé les ombres bouger derrière les rideaux. Ils étaient à l'intérieur. Ils savaient que j'étais là. Ma voiture était garée en plein centre de l'allée, impossible à manquer. Ils choisissaient de ne pas sortir. Un profond sentiment d'humiliation m'a envahi. J'ai incliné le siège conducteur aussi loin que possible. J'avais un sac de sport dans le coffre avec un sweat à capuche de rechange et une serviette. Je l'ai récupéré, j'ai roulé le sweat à capuche sous ma tête comme oreiller, et j'ai essayé de me recroqueviller. La température a chuté. Les nuits du Colorado sont impitoyables. Même lorsque les journées sont douces, le froid s'infiltrait à travers le verre, s'installant dans mes os. J'ai serré mon manteau plus fort autour de moi, fixant le plafond de ma voiture. Les lampadaires bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur orange, malsaine à travers le pare-brise. J'ai dû m'assoupir, m'échappant dans un sommeil agité et léger, car le bruit de l'ouverture de la porte du garage m'a tiré de mon sommeil. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je suis resté parfaitement immobile, retenant instinctivement ma respiration. J'ai regardé à travers la fente entre le bas de la fenêtre et le tableau de bord. C'était Gavin. Il portait un pyjama et une épaisse veste polaire. Il ne regardait pas ma voiture. Il faisait les 100 pas en cercle serré sur l'allée en béton, un téléphone portable pressé contre son oreille. Il avait l'air agité. Il fumait une cigarette, quelque chose qu'il avait dit à sa femme qu'il avait arrêté il y a 5 ans. J'ai entrouvert ma fenêtre juste un peu. L'air froid sifflait, transportant l'odeur de tabac et de pluie imminente. Il parlait à voix basse, pressé. « Je t'ai dit que c'était réglé », a dit Gavin. Il a tiré une longue bouffée, la cerise de la cigarette rougeoyant vivement dans l'obscurité. « Non, elle est endormie. » J'ai vérifié. Elle dort sur le siège avant, comme je lui ai dit. Il a fait une pause, écoutant la personne à l'autre bout du fil. « Ne t'inquiète pas pour l'accès », a-t-il claqué. J'ai l'appareil. C'est fait.
L'argent arrive à la chambre de compensation le matin. Une fois le transfert effectué, nous sommes tirés d'affaire. Mon estomac s'est tordu. J'ai ressenti un frisson de terreur qui n'avait rien à voir avec la température. À qui parlait-il? Quel argent? Gavin a jeté le mégot de cigarette sur l'allée et l'a écrasé avec son talon. Demain, a-t-il chuchoté. Demain, l'argent est à nous. Il s'est retourné et est rentré dans la maison. La serrure a claqué avec un bruit qui semblait définitif. Je suis resté là dans l'obscurité, l'esprit en pleine course. J'ai essayé de me dire que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'il parlait d'un accord commercial. Gavin était toujours à la poursuite d'un plan pour devenir riche rapidement. Peut-être qu'il était juste son habituel moi louche. Mais la terreur ne me quittait pas. Elle pesait lourd dans mon ventre. J'ai pris mon téléphone. Il était 23h58. L'écran était aveuglant de luminosité dans l'obscurité de la voiture. J'avais une notification de mon email personnel. Elle était arrivée il y a 2 minutes. Objet, alerte de sécurité. Information de dépôt direct mise à jour. J'ai eu le souffle coupé. Je me suis redressé, ignorant la crampe dans mon cou. C'était impossible. J'étais dans ma voiture depuis des heures. Je ne m'étais connecté à rien. J'ai tapé la notification. Elle a ouvert l'application du portail de paie. Ironleaf utilisait un système tiers où nous gérions nos formulaires fiscaux et nos comptes bancaires. Même si j'avais été licencié, l'accès au portail restait généralement ouvert pendant quelques jours pour télécharger les W2. J'ai tapé mon nom d'utilisateur. J'ai tapé mon mot de passe. Mot de passe incorrect. J'ai réessayé. Peut-être que mes doigts étaient froids. Peut-être que j'ai fait une faute de frappe. Mot de passe incorrect. Accès refusé. Panique. Froide et aiguë. Elle m'a transpercé la poitrine. J'ai appuyé sur le bouton au mot de passe oublié. Un message est apparu sur l'écran. Un lien de réinitialisation de mot de passe a déjà été envoyé à l'email de récupération enregistré. Demande générée il y a 18 minutes. Il y a 18 minutes. Je dormais il y a 18 minutes. J'ai fixé l'adresse email masquée sur l'écran. Celle que le système avait dit avoir envoyé le lien. Ce n'était pas mon Gmail. Ce n'était pas mon ancien email universitaire. Il montrait les 2 premières lettres du domaine. Scotom.net. J'ai arrêté de respirer. Scotom.net était le serveur privé que mon père avait configuré pour la maison il y a 5 ans. Il était obsédé par la sécurité du réseau et avait créé des adresses email internes pour les membres de la famille à utiliser pour les affaires domestiques sécurisées. Je n'ai jamais utilisé la mienne. Je me souvenais à peine d'en avoir une, mais pour accéder à cet email pour cliquer sur ce lien de vérification, il fallait être sur le Wi-Fi local. Il fallait être à l'intérieur de la maison. J'ai levé les yeux vers la maison. Les fenêtres étaient sombres maintenant, sauf pour la faible lueur bleue d'une lumière de routeur dans la fenêtre du salon. Gavin n'était pas seulement sorti pour fumer. Il était sorti pour vérifier si je dormais. Il voulait s'assurer que je ne regardais pas pendant que quelqu'un à l'intérieur de cette maison se connectait à ce Wi-Fi et se connectait à ma vie. J'ai regardé la notification à nouveau. Information de dépôt direct mise à jour. Il ne me laissait pas dormir dans la voiture simplement parce que la maison était pleine. Il me gardait dehors pour que je ne les voie pas me dépouiller. L'accord de 3,1 millions de dollars, la commission de 142 000 dollars. La voix de Gavin a résonné dans ma tête. L'argent arrive demain. Je n'étais pas seulement une sœur malchanceuse. J'étais la cible, et les gens qui me volaient dormaient dans des lits chauds à seulement 9 mètres de là. La température dans la voiture était descendue à 1 degré Celsius. Mon souffle embuait le pare-brise, créant une barrière blanche et fantomatique entre moi et la maison où dormait ma famille. Mais le froid était secondaire. La sensation principale était le calcul. C'était une boucle qui tournait dans ma tête. Un bandeau déroulant de catastrophes. 3,1 millions, c'était la valeur brute du bail. C'était le chiffre principal. Celui que Marcus avait crié à travers le grand bureau. Mais je ne me souciais plus des revenus de l'entreprise. Je me souciais du partage.
Mon contrat stipulait une commission de 4,5% sur la valeur totale des 5 premières années du terme du bail. J'avais fait le calcul sur une serviette à midi. Je l'avais fait sur l'application calculatrice dans l'ascenseur. Je l'avais fait dans ma tête pendant que les RH me licenciaient. 142 800 $. C'était la somme exacte. C'était suffisant pour rembourser mes prêts étudiants. C'était suffisant pour verser un acompte de 20% sur le bungalow de la 4e rue. C'était ma bouée de sauvetage. Et il y a 18 minutes, quelqu'un avait coupé la corde. J'ai fixé l'écran du téléphone. La notification de réinitialisation du mot de passe brillait toujours, me narguant. S'ils avaient changé le mot de passe du portail de paie, ils avaient accès aux paramètres de dépôt direct. J'avais besoin de vérifier cela. Je ne pouvais pas me fier à une intuition. J'ai composé la ligne d'assistance interne d'Ironleaf. C'était un système automatisé 24 heures sur 24 pour les urgences informatiques, principalement utilisé lorsque les serveurs tombaient en panne au milieu d'appels internationaux. Il était 2h17 du matin. J'ai prié pour qu'un humain surveille le bureau dans un fuseau horaire où le soleil brillait. La musique d'attente était une petite boucle de jazz distordue. Je l'ai écoutée pendant 6 minutes, tapant des doigts sur le volant, comptant les battements pour ne pas crier. Finalement, une voix a cliqué. C'était un homme qui semblait ennuyé et lointain. Il a demandé mon identifiant d'employé. Je le lui ai donné, 704 492. Je lui ai demandé de vérifier les journaux d'accès de mon profil utilisateur. Je lui ai dit que j'étais bloqué et que je soupçonnais une faille de sécurité. J'ai gardé ma voix plate. Professionnelle. Je ne lui ai pas dit que je dormais dans une berline dans l'allée de mes parents. Il a tapé, j'ai pu entendre les touches cliqueter. Je vois une réinitialisation de mot de passe à 23h58, a-t-il dit, ça semble valide. J'ai serré le téléphone plus fort. Définissez valide, a-t-il soupiré. L'authentification à 2 facteurs a été satisfaite. Un code à 6 chiffres a été envoyé au numéro de portable enregistré se terminant par 48. Le code a été saisi correctement en 30 secondes. L'utilisateur a ensuite mis à jour le numéro d'acheminement bancaire et le numéro de compte pour la méthode de dépôt principale. L'air a quitté mes poumons. Le numéro de portable se terminant par 48. C'était mon téléphone. Le téléphone actuellement pressé contre mon oreille. J'ai regardé à nouveau la maison. Les fenêtres sombres. Le silence. Comment j'avais eu le téléphone tout le temps? Je ne l'avais pas quitté des yeux. Et puis le souvenir m'a frappé comme un coup physique. Il y a 5 heures, je venais de me garer dans l'allée, en sanglotant, brisé par la nouvelle du licenciement. J'étais sorti de la voiture, et Gavin était là. Il m'avait serré dans ses bras. C'était un câlin raide, maladroit. Puis il s'était retiré, tapant dans ses poches. Merde, Élise, ma batterie est morte, et j'ai besoin de suivre le livreur de pizza. Je peux emprunter le tien une seconde? Juste pour vérifier la carte. Je le lui avais donné. J'essuyais mes yeux, essayant de me ressaisir. Il s'était éloigné de quelques pas, me tournant le dos près de la porte du garage. Il avait tenu le téléphone pendant peut-être 90 secondes. Il n'a pas vérifié de carte. Il a déclenché la connexion. Il a demandé le code. Il a lu le message texte, mémorisé les 6 chiffres, et a ensuite supprimé le fil de discussion avant de me rendre le téléphone. Il m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit de dormir dans la voiture, sachant qu'il venait de déverrouiller le coffre. Le technicien au téléphone parlait toujours. « Madame, voulez-vous que je réinitialise à nouveau le mot de passe ?»« Non », ai-je chuchoté. « Non, merci. » J'ai raccroché. Si je le réinitialisais maintenant, il recevrait une alerte. Il saurait que je savais. J'avais besoin d'agir plus vite qu'eux. J'avais besoin de sécuriser l'argent que j'avais réellement avant qu'ils ne trouvent un moyen de le prendre, aussi. J'ai ouvert l'application de North Haven Credit Union. C'était ma banque personnelle, mon compte courant, mes modestes économies. Ce n'est pas là que la commission allait être versée. Mais si Gavin avait mes informations personnelles, tout était en jeu. J'ai accédé aux paramètres de sécurité. Mes doigts étaient engourdis, ce qui rendait la frappe difficile.
J'ai changé le mot de passe pour une chaîne de caractères aléatoires que je n'avais jamais utilisée auparavant. J'ai configuré des alertes biométriques. Puis je l'ai vu dans l'onglet des transactions en attente. Un virement de $1. Il était horodaté 4 minutes après minuit. Le bénéficiaire était simplement répertorié comme compte externe. Vérifié. Ils testaient les tuyaux. Ils avaient lié mon compte courant personnel à un compte externe, probablement le même nouveau compte frauduleux qu'ils avaient créé dans le système de paie. Ils ont envoyé $1 pour s'assurer que la connexion fonctionnait. Si ce dollar était encaissé, le reste suivrait. Ils ne prenaient pas seulement ma future commission. Ils vidaient mon fonds de survie actuel. J'ai composé le service des fraudes de North-Haven. Il était 3 heures du matin maintenant. La femme qui a répondu était vive. Alerte. Je lui ai dit de tout bloquer. Je veux un blocage total, ai-je dit, pas de virement sortant. Pas d'utilisation de carte de débit. Pas de paiement de facture en ligne. Je regarde un virement test de $1 que je n'ai pas autorisé. Elle a posé des questions de sécurité. Nom de jeune fille de ma mère. Nom de mon premier animal de compagnie. J'y ai répondu, mais ma voix a tremblé sur le nom de jeune fille. Miller. C'était le nom de jeune fille de Sharon. Sharon, qui dormait actuellement à l'intérieur de la maison d'où provenait le signal Wi-Fi. C'est fait. La femme a dit que le compte était gelé. Nous allons enquêter sur le virement de $1. Mais mademoiselle Scott, si quelqu'un a votre numéro de routage, vous devez fermer ce compte entièrement et en ouvrir un nouveau. Un gel est temporaire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'y suis resté jusqu'à ce que le ciel commence à prendre une couleur gris fer meurtri. J'ai regardé le soleil se lever sur le lotissement. Les arroseurs sur la pelouse des voisins ont sifflé pour s'activer. La camionnette de livraison de journaux est passée. C'était un jeudi matin normal pour tout le monde. Pour moi, c'était une zone de guerre. À 7 heures du matin, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte. Mon père, Dal, est sorti en robe de chambre pour ramasser le journal. Il a vu ma voiture. Il n'a pas fait de signe. Il n'a pas souri. Il a juste ramassé le journal, m'a regardé une longue seconde, et est retourné à la porte. Je suis sorti de la voiture. Mes jambes étaient si raides que j'ai failli tomber. Je n'avais pas mangé depuis 14 heures. J'ai monté l'allée, le gravier crissant bruyamment sous mes bottes. J'ai dépassé mon père alors qu'il fermait la porte. Élise, a-t-il dit, sa voix un avertissement bas. Je suis allé directement dans la cuisine. L'odeur de bacon et de café m'a frappé, faisant violemment se contracter mon estomac vide. Sharon était au fourneau. Gavin était assis à l'îlot, mangeant des toasts, faisant défiler son téléphone, son propre téléphone cette fois. Il n'a pas levé les yeux. Je me suis tenu au centre de la cuisine. Je me sentais sale, froissé et épuisé. Vous avez changé le dépôt direct, ai-je dit. Ma voix était rauque. Sharon s'est retournée, spatule à la main. Son visage était un masque de pitié. Oh, chérie, regarde-toi. Tu as l'air terrible. J'ai fait un pas en avant. Ne joue pas de jeu, maman, j'ai vu l'email. J'ai vu l'adresse de récupération. Gavin a emprunté mon téléphone pour obtenir le code OTP. Gavin a pris une bouchée de son toast. Il a mâché lentement. Tu es hystérique. Élise, tu as perdu ton emploi hier. Tu es en état de choc. Je ne suis pas en état de choc, ai-je crié. Le son a résonné sur les comptoirs en granit. J'ai appelé Iron Leaf. Ils ont confirmé que le changement s'était produit à minuit. À partir de cette adresse IP. Dal est entré dans la cuisine, il s'est tenu entre Gavin et moi. Croisant les bras. C'était un homme imposant, un entrepreneur à la retraite, et il utilisait sa taille pour intimider. Élise, baisse la voix, a dit Dal, les voisins vont entendre. Nous n'allons pas faire de scène un jeudi matin. J'ai pointé Gavin du doigt. Il me vole $142 000. C'est un crime. Papa, c'est de la prison. Sharon a ri. S'est éteint son nerveux et tremblant. Voler? Nous sommes une famille. Gavin aide juste à organiser les choses. Tu sais que tu n'es pas doué avec l'argent quand tu es émotive.
Tu te souviens quand tu as acheté cette voiture? Je l'ai fixée. J'ai acheté ma voiture avec mon propre argent. Je ne vous ai jamais demandé un sou. Tu es clairement en train de faire une crise de nerfs, a dit Sharon, se retournant vers le bacon. La graisse a grésillé bruyamment. Retourne juste à la voiture. Ou mieux encore, va trouver un motel. Tu as besoin de dormir. Tu imagines des choses. Il me faisait du gaslighting. Il le faisait si parfaitement, si naturellement qu'un instant je me suis réellement posé la question. Avais-je imaginé l'email? Non. Le virement de $1, le journal? J'ai regardé Gavin. Il souriait. Un tout petit sourire à peine visible. J'ai besoin de mes affaires, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers le vestiaire où j'avais laissé la boîte de mon bureau la nuit précédente. Je ne l'avais pas emmenée à la voiture parce qu'elle était lourde et que je pensais stupidement que j'allais dormir à l'intérieur. La boîte était posée sur la machine à laver. Je me suis approché. Les rabats supérieurs étaient ouverts. J'ai fouillé. Mon agrafeuse était là. La tasse Boss Lady était là. Mais l'épaisse enveloppe bleue, le dossier de clôture d'affaires Iron Leaf était posé dessus. Je l'ai ramassé. Il était léger. Le seau avait été ouvert avec un couteau, une coupe nette et précise. Je l'ai ouvert. Le dossier était censé contenir les copies papier du détail des commissions, les formulaires de retenue fiscale, et les photocopies de mon permis de conduire et de ma carte de sécurité sociale que les RH m'avaient rendue. Il était vide. J'ai retourné l'enveloppe. Rien n'est tombé. Ils n'avaient pas seulement changé le compte bancaire. Ils avaient pris la preuve physique de mon identité. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale. Ils avaient les échantillons de signature sur les formulaires fiscaux. J'ai levé les yeux. Gavin était appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, me regardant. Il ne souriait plus. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Tu ne devrais pas laisser traîner des documents sensibles, Élise, a-t-il dit doucement. Le vol d'identité est un vrai problème de nos jours. Mon sang s'est glacé. Il ne le niait pas. Il me narguait. J'ai serré l'enveloppe vide. Mes mains tremblaient. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. C'était à cause d'une clarté si nette qu'elle coupait. Il ne m'aidait pas. Il ne protégeait pas l'argent de mes émotions. Ils étaient engagés dans une extraction prédatrice active. Et ils étaient déjà passés à la phase suivante, effaçant qui j'étais, pour que je ne puisse pas réclamer ce qui était à moi. J'ai attrapé la boîte. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je ne pouvais pas. Si j'avais ouvert la bouche, j'aurais vomi. J'ai dépassé Gavin, dépassé Dalle, et suis sorti par la porte latérale. Tu fais une erreur en partant comme ça, a crié Sharon depuis la cuisine, sa voix feignant une inquiétude maternelle. Nous essayons juste d'aider. J'ai claqué la porte de la voiture. Je l'ai verrouillée. J'ai jeté la boîte sur le siège passager et j'ai reculé de l'allée, les pneus crissant sur l'asphalte. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose. Les $142 000 n'étaient qu'un début. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale. Ils avaient ma date de naissance. Ils avaient ma signature. Le virement test de $1 était un coup de semonce. La guerre venait de commencer. J'ai conduit jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler, ce qui a pris environ 20 minutes. J'ai fini sur le parking d'une épicerie ouverte 24 heures sur 24, un endroit appelé Supermart à la périphérie de la ville où les lumières fluorescentes bourdonnaient assez fort pour noyer les pensées. Je me suis garé entre un enclos de caddies et un pick-up rouillé. C'était une zone neutre ici. J'étais juste une autre femme assise dans sa voiture, pas une fille qui avait été enfermée dehors, pas une employée qui avait été jetée. J'ai posé ma tête contre le volant et je me suis forcé à respirer. Ma poitrine était serrée, comme si une ceinture était resserrée autour de mes côtes. L'image de cette enveloppe bleue vide dans le vestiaire était gravée dans mes rétines. Ils avaient pris ma carte de sécurité sociale. Ils avaient pris la copie de mon permis de conduire. Ce n'étaient pas seulement des morceaux de papier. C'étaient les clés du château. J'ai sorti mon téléphone. Ma batterie était à 34%. J'avais besoin de la conserver, mais j'avais besoin d'informations plus. J'ai ouvert mon application de surveillance de crédit.
Je la vérifiais généralement une fois par mois. Juste un coup d'œil rapide pour m'assurer que mon score était autour des 700. Je me targuais de ce chiffre. C'était la preuve de ma discipline, la preuve que je n'étais rien comme Gavin, qui traitait la dette comme un jeu dont il pouvait se tirer. L'application s'est chargée. Une bannière rouge a clignoté en haut de l'écran. Alerte. Nouvelle enquête détectée. Mon estomac s'est noué. J'ai tapé la notification. Il y avait une enquête difficile sur mon rapport de crédit de Sablen Bank. Je n'avais jamais fait affaire avec Sablen. Je ne savais même pas où se trouvait leur succursale. L'enquête était datée d'aujourd'hui. J'ai fait défiler vers le bas. Les dégâts ont été immédiats. Mon score avait baissé de 14 points, mais le score n'était pas le problème. Le problème était le statut de demande en attente. Quelqu'un avait demandé une carte de crédit à limite élevée à mon nom. J'ai tapé pour plus de détails. L'adresse de la demande, l'endroit où la carte serait envoyée si elle était approuvée, était indiqué comme 114 Maple Drive, la maison de mes parents. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. C'était tellement effronté. Il n'essayait même pas de le cacher. Il misait sur le fait que j'étais trop choqué, trop brisé ou trop lente pour le remarquer avant que le plastique n'arrive dans leur boîte aux lettres. J'ai pensé à Gavin debout dans la cuisine, mangeant son toast. J'ai pensé à la façon dont il me défendait sur l'aire de jeu quand nous étions enfants. Je me suis souvenu d'une fois où j'avais 7 ans et je m'étais écorché le genou et Gavin m'avait porté sur son dos jusqu'à la maison. Comment ce garçon est-il devenu un homme qui cannibaliserait sa propre sœur pour une ligne de crédit? La mémoire est un piège. Elle vous fait hésiter. Elle vous fait penser qu'il y a encore une personne là-dedans qui vous aime. Mais l'homme dans la cuisine n'était pas mon frère. C'était un parasite qui venait de trouver un nouvel hôte. J'ai vérifié l'heure. Il était 10 heures du matin. Le courrier arrivait généralement chez mes parents vers 10h30. Si l'enquête datait d'hier ou de tôt ce matin, il y aurait peut-être déjà de la correspondance. Ou peut-être d'autres offres, des chèques préapprouvés, les détritus physiques d'une identité volée. J'ai démarré la voiture. Je n'allais pas les laisser faire. Je suis retourné à la maison, en dépassant la limite de vitesse. Quand j'ai tourné dans le cul-de-sac, mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. Le camion de la poste venait de quitter le trottoir. J'ai vu Gavin. Il se tenait au bout de l'allée, juste à côté de la boîte aux lettres en briques. Il portait des chaussons et la même veste polaire. Il a tendu la main dans la boîte et a sorti une pile d'enveloppes. J'ai freiné brusquement en plein milieu de la rue, sans me soucier de bloquer la route. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai sprinté à travers la pelouse. L'herbe était mouillée de rosée, trempant mes bottes. Gavin. Ai-je crié. Il a levé les yeux. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé, comme si j'étais un démarcheur qui interrompait son café du matin. Pose ça, ai-je dit, essoufflé. Je me suis arrêté à 1,5 mètre de lui. C'est mon courrier. Il a mélangé les enveloppes avec des involtures. Il les a serrées contre sa poitrine. Détends-toi, Élise. Ce n'est que de la camelote. Des coupons. Un catalogue pour maman. J'ai vu le coin d'une enveloppe blanche qui dépassait du bas de la pile. C'était du papier épais, de haute qualité. Le logo de l'adresse de retour était bleu et gris. Donne-le-moi, ai-je exigé. J'ai tendu la main. Il a reculé d'un pas, tenant la pile plus haut, hors de ma portée. Il mesurait un M88. Je mesurais un M68. Il utilisait sa taille comme une arme. Tu agis comme une folle, Élise, a-t-il dit, sa voix calme. Raisonnable. Regarde-toi. Tu trembles. Tu as couru sur la pelouse comme une maniaque. J'ai sauté sur le courrier. J'ai réussi à attraper le coin de l'enveloppe blanche. Il l'a retiré. Le papier s'est légèrement déchiré, mais dans la lutte, la fenêtre d'adresse est devenue visible. Elle disait « Bienvenue Élise Scott ». En dessous, en petits caractères, vos nouvelles informations de compte Platinum ci-jointes. Ce n'était pas Sableline. C'était une autre, une banque différente. Ils envoyaient des demandes à la chaîne, essayant d'ouvrir autant de lignes de crédit que possible avant que les bureaux ne les bloquent. Vous avez ouvert une carte de crédit à mon nom, ai-je dit,
ma voix tremblant de rage. Je la regarde, Gavin. Donnez-moi la lettre. Il a glissé le courrier derrière son dos. C'est une erreur, a-t-il dit doucement. Probablement une offre préapprouvée. Il les envoie à tout le monde. J'allais juste la déchiqueter pour vous, vous savez, pour protéger votre vie privée. Vous mentez? Ai-je crié. C'était un son rauque et qui a déchiré le calme du matin de banlieue. La porte d'entrée s'est ouverte. Sharon est sortie sur le porche. Elle portait un cardigan serré autour d'elle, son visage pincé avec une performance de détresse. « Élise !» a crié Sharon. Sa voix n'était pas en colère. Elle était teintée d'une douceur maladive et condescendante. « Arrête de crier. Tu fais peur aux voisins. » Elle a descendu l'allée, non pas vers moi, mais vers Gavin, plaçant une main sur son bras comme pour le stabiliser contre mon assaut. « Maman, il a une demande de carte de crédit à mon nom, ai-je dit, le pointant du doigt d'un doigt tremblant. Il me vole mon identité. Faites-le me donner le courrier. C'est un crime fédéral de le retenir. » Sharon m'a regardé avec des yeux tristes et humides. Elle a secoué la tête lentement. « Oh, Élise, a-t-elle dit, écoute-toi. Crime fédéral, vol d'identité. Tu as l'air très paranoïaque. » Chérie, je ne suis pas paranoïaque. J'ai l'alerte de crédit sur mon téléphone. Tu as été sous tellement de pression, a poursuivi Sharon, me coupant la parole, la perte d'emploi, le stress. Nous en avons parlé hier soir. Ton père et moi. Nous pensons que tu fais un épisode. J'ai figé. Le vent froid a mordu à travers ma veste, mais le frisson venant de ces mots était plus froid. Un épisode. C'était le récit. C'était la pièce. Si j'étais compétente, alors ils étaient des criminels. Mais si j'étais instable, si j'étais en train de faire une crise de nerfs, maniaque et paranoïaque, alors ils n'étaient pas des voleurs. Ils étaient des gardiens inquiets. Ils intervenaient pour gérer les affaires d'une fille à qui on ne pouvait pas confier ses propres finances. Sharon a fait un pas vers moi, tendant la main. Viens à l'intérieur, bébé. Prenons du thé. Laisse Gavin s'occuper de la paperasse. Tu n'es pas en état de t'occuper des factures en ce moment. Tu n'es pas toi-même. J'ai regardé Gavin. Il me regardait avec la patience d'un prédateur, attendant que je craque, attendant que je donne un coup de poing ou que je crie à nouveau pour qu'il puisse appeler la police et dire « Voyez, elle est dangereuse ». J'ai reculé. J'ai réalisé avec une clarté terrifiante que je ne pouvais pas gagner cela sur leur allée. Chaque mot que je prononçais, chaque accusation que je portais, il le transformerait en preuve de mon instabilité. « Je vais bien », ai-je dit. Ma voix était basse, contrôlée. J'ai forcé mes mains à se desserrer. « Je vais parfaitement bien. » Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Il a fallu toute ma volonté pour ne pas courir. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes, et je suis parti en voiture. J'ai regardé dans le rétroviseur Gavin remettre la pile de courrier à Sharon. Elle lui a tapoté la joue. J'ai conduit jusqu'à un dîner à 3 villes de là, un endroit où personne ne connaissait la famille Scott. J'ai commandé un café noir et me suis assise dans la banquette arrière, fixant la vapeur s'élevant de la tasse. J'avais besoin d'un avocat, mais les avocats coûtent cher. Et en ce moment, j'avais $42 sur mon compte courant et une famille qui épuisait activement mon crédit. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait le système. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve Monica Reyes. Monica et moi avions travaillé ensemble dans une entreprise il y a 5 ans. Elle avait quitté les ventes pour se lancer dans la conformité et la gestion des risques. C'était la personne la plus cynique et la plus obsédée par les règles que je connaissais. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai appelée. Elle a répondu au deuxième coup de fil. « Salut, l'inconnu », a-t-elle dit. « Ça fait longtemps, Monica », ai-je dit, je ne me suis pas embêté avec les formalités. J'ai des problèmes. Son ton a changé instantanément. Quel genre de problème? Police ou famille ou entreprise? J'ai dit, les trois, et l'entreprise. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du licenciement, de l'accord de 3,1 millions de dollars, de la commission, du code du message texte, de l'enveloppe vide, de l'enquête de crédit de Sableline, de la scène dans l'allée. J'ai gardé les faits.
Je lui ai donné les horodatage. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas me permettre de pleurer. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence sur la ligne. Je pouvais l'entendre taper quelque chose en arrière-plan. Élise, a dit Monica finalement. Sa voix était nette, dépourvue de la pitié que ma mère avait utilisée comme arme. Vous décrivez un réseau de fraude coordonnée. Le fait qu'il vous soit lié est sans importance pour la loi. Ils ont compromis vos informations personnelles identifiables, PI. Ils tirent parti de votre proximité pour contourner les questions de sécurité. Je sais, ai-je dit, ils essaient de me faire passer pour folle afin de prendre une tutelle ou une procuration. Ils ne cessent de dire que je suis instable. Procédure opérationnelle standard pour l'abus envers les personnes âgées d'habitude, a dit Monica, mais cela fonctionne sur n'importe qui si l'on brouille suffisamment les pistes. J'ai frotté mes tempes. J'ai juste besoin d'arrêter l'hémorragie, Monica, ils ont mon numéro de sécurité sociale. Ils ont le courrier. Nous pouvons l'arrêter, a-t-elle dit, nous pouvons le verrouiller. Mais Élise, il y a quelque chose qui me dérange dans le calendrier. Quoi? Vous avez dit que vous avez conclu l'affaire à 16 h. Les RH vous ont licencié à 16h47? Oui. Et la commission était de 142 000 $. Oui. Les entreprises ne licencient généralement pas leur meilleur élément 30 minutes après une victoire massive, a dit Monica lentement. À moins qu'elle n'ait une cause si grave qu'elle justifie une résiliation immédiate, ou quoi? Ai-je demandé. Ou à moins que le licenciement ne fasse partie du vol, a-t-elle dit. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Pense-y, Élise. Si tu es une employée, ils doivent te payer la commission. C'est un vol de salaire s'ils ne le font pas. Mais si tu es licencié pour faute grave, pour quelque chose comme une violation de politique ou une violation de données ou une faute grave, de nombreux contrats de travail ont une clause de récupération. Ils peuvent annuler les commissions en attente. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais je n'ai rien fait. J'ai dit, ils ont juste dit restructuration. C'est ce qu'ils t'ont dit, a dit Monica, mais qu'ont-ils écrit dans ton dossier? Et voici la vraie question, ton frère savait-il que tu étais sur le point de conclure cet accord hier? Oui, ai-je chuchoté. Je lui ai dit il y a 2 jours. Je m'en vantais. Je lui ai dit le montant exact. La voix de Monica a baissé d'un ton. Élise, es-tu sûre d'avoir été licenciée? Ou est-ce que quelqu'un au sein d'Iron Leaf a reçu un tuyau? Peut-être un email anonyme? Peut-être un rapport falsifié qui leur a donné une raison de te congédier juste avant le paiement? J'ai fixé la tasse de café. Le liquide sombre a tremblé légèrement alors qu'un camion lourd passait devant le dîner. Tu penses qu'il les a appelés? Ai-je demandé. Tu penses que Gavin a appelé mon patron? Je pense que ta famille n'a pas seulement décidé de te voler à 17 h parce que tu es arrivé avec une boîte de choses, a dit Monica. Je pense qu'ils savaient que l'argent allait arriver. Je pense qu'ils savaient que tu devais être sans emploi pour qu'ils l'obtiennent. Et je pense qu'Iron Leaf pourrait retenir ce chèque non pas à cause d'une restructuration, mais parce qu'ils pensent que tu as fait quelque chose de mal. Ma tête tournait. La trahison s'étendait, déployant des tentacules qui atteignaient ma carrière, ma réputation, mon passé. Si c'est vrai, ai-je dit, alors je ne me bats pas seulement pour mon argent. Je me bats pour mon nom. Exactement, a dit Monica. Et pour gagner ce combat, tu dois cesser d'agir comme une victime et commencer à agir comme un auditeur. Rejoins-moi dans 1 heure. Apporte ton ordinateur portable et Élise. Oui, arrête de vérifier ton compte bancaire. Nous allons le fermer. Nous allons brûler tout le champ pour qu'il n'ait nulle part où paître. Le dîner que Monica a choisi s'appelait The Kettle. C'était un de ces endroits avec des menus laminés collants de sirop et des banquettes rembourrées de vinyle rouge craquelé, mais il avait une caractéristique cruciale, pas de Wi-Fi. Cela signifiait pas d'espionnage numérique. Monica Reyes est entrée 5 minutes après mon arrivée. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, blazer impeccable, cheveux tirés en un chignon sévère et portant un sac d'ordinateur portable qui semblait pouvoir arrêter une balle. Elle ne m'a pas fait de câlin. Elle s'est assise, a commandé un café noir et a ouvert son ordinateur portable. D'accord, a-t-elle dit, nous avons 90 minutes avant que je ne doive aller chercher mon enfant. Nettoyons ton empreinte numérique. Pendant l'heure suivante, nous n'avons pas parlé de sentiments.
Nous n'avons pas parlé de trahison. Nous avons parlé de protocole. Monica a traité ma vie comme un serveur compromis. Première étape, a-t-elle dit, tapant rapidement. Le gel de crédit. Nous contactons les 3 agences, Equifax, Experian, TransUnion, et nous ajoutons Check System, afin qu'ils ne puissent pas ouvrir de nouveaux comptes bancaires. J'ai regardé alors qu'elle naviguait sur les sites. Ils ont déjà contacté Sableline, lui ai-je rappelé. Je le vois, a-t-elle dit, ses yeux parcourant l'écran. Nous contestons cela comme frauduleux en ce moment, mais plus important encore, nous mettons une alerte à la fraude sur ton dossier. Si quelqu'un essaie d'ouvrir un crédit à ton nom, la banque devra t'appeler à un numéro vérifié. Ce qui nous amène à la 2e étape. Elle a sorti une petite carte en plastique de son sac, une carte SIM. Change-la, a-t-elle ordonné. Ton numéro actuel est compromis. Si Gavin a eu ton téléphone, il a pu cloner la SIM ou configurer un renvoi d'appel. C'est un numéro prépayé à usage unique. Utilise-le pour tout à partir de ce moment. J'ai échangé les cartes. Mes mains se sentaient plus fermes. L'action était l'antidote à la panique. 3e étape, a poursuivi Monica. L'email de récupération. Tu as dit que la réinitialisation était allée à une adresse chez scom.net. Oui, cela signifie que ton Gmail principal était déjà compromis. Ils ont probablement mis en place une règle de renvoi afin qu'ils voient tous les emails que tu reçois, mais tu ne vois pas les leurs. Nous allons supprimer ce compte. Nous en créons un nouveau en ce moment. Proton Mail crypté. Nous avons construit une nouvelle forteresse. De nouveaux mots de passe générés par un randomiseur de 30 caractères. Authentification à 2 facteurs liés à une application d'authentification, pas de SMS. Donc, même s'il clonait mon téléphone, il ne pourrait pas obtenir le code. Au moment où la serveuse a rempli nos cafés, je me suis senti plus légère. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais un pare-feu. Maintenant, a dit Monica, fermant son ordinateur portable, l'argent. Nous avons besoin d'un requin. Elle a glissé une carte de visite sur la table. Elliot Crane, avocat, droit du travail, fraude financière. Il est cher, a averti Monica, mais il mange des responsables de la conformité d'entreprise au petit déjeuner. Je lui ai envoyé un résumé de ta situation en venant ici. Il attend ton appel. J'ai appelé Elliot Crane directement depuis la cabine. Sa voix était rauque, précise et complètement dépourvue de chaleur. Mademoiselle Scott, a-t-il dit. Monica me dit que ta famille essaie de détourner une commission à 6 chiffres. Cela semble être le cas, ai-je dit. Envoyez-moi les journaux, a-t-il ordonné. L'horodatage de la réinitialisation du mot de passe, l'adresse IP, l'enquête de crédit, tout. J'ai transféré les captures d'écran que j'avais prises. Il y a eu une pause sur la ligne, juste le son de sa respiration et le clic d'une souris. D'accord, a dit Elliot, voici le tableau. Le changement de ton dépôt direct s'est produit à 23h58. Cela coïncide avec le moment où il t'a été demandé de dormir dans ton véhicule. Cela établit l'opportunité. L'adresse IP établit l'emplacement. Mais nous devons prouver l'intention. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. Ils ont volé mon identité. N'est-ce pas une intention pour un procureur? Oui, a dit Elliot. Mais pour obtenir ton argent d'Iron Leaf rapidement, nous devons prouver qu'ils ne gèrent pas simplement tes fonds en tant que famille serviable. Nous avons besoin d'un aveu. Ne les confronte pas encore. Ne les démasque pas. Alors, je les laisse juste penser qu'ils ont gagné. Tu les laisses penser que tu es vaincu, a corrigé Elliot. Quand les gens pensent qu'ils ont gagné, ils deviennent négligents. Ils commencent à parler. Ils commencent à écrire des choses. J'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte bancaire, ai-je dit, pour la commission. Fais-le aujourd'hui, a dit Elliot, une banque nationale où tes parents n'ont jamais eu de compte. Envoie immédiatement ces nouvelles informations de compte à Iron Leaf par courrier recommandé et par email. Je rédigerai une lettre de préservation à ton ancien employeur exigeant les métadonnées de ce changement de paix. J'ai raccroché et j'ai regardé Monica. Il veut que j'y retourne. Tu n'as pas à y dormir, a-t-elle dit. Mais tu dois être assez proche pour entendre les murs parler. J'ai passé l'après-midi dans une succursale de Chase Bank, ouvrant un compte courant dont je seul connaissais l'existence.
J'ai configuré l'application sur mon téléphone avec la nouvelle carte SIM. C'était comme enterrer un trésor dans un désert. Puis j'ai fait la chose la plus difficile. Je suis retourné chez mes parents. Il était tard dans l'après-midi. La voiture de Gavin était partie. Le camion de mon père était dans l'allée. Je suis entré par le garage. La maison sentait le polish au citron et le déni. Ma mère était dans le salon, regardant un talk show. Quand elle m'a vu, son visage s'est tendu. « Je pensais que tu étais parti », a-t-elle dit. J'avais juste besoin de me vider la tête. J'ai menti. Ma voix était calme, lasse. Je suis désolé, ai-je crié. Je suis juste très stressé. Elle s'est adoucie instantanément. La victoire ressemblait à de la bienveillance sur son visage. Bien sûr, chérie. Nous le savons. Nous essayons juste de t'aider à te stabiliser. Je sais, ai-je dit. Je vais prendre un verre d'eau. Je suis entré dans la cuisine. Le comptoir était encombré de courriers, principalement des factures et des catalogues. Mais près de la cafetière, il y avait un bloc-notes que mon père utilisait pour les listes de courses. J'y ai jeté un coup d'œil. La feuille du dessus avait été arrachée, mais l'impression de l'écriture était toujours visible sur la page du dessous. J'ai incliné la tête, attrapant la lumière de la fenêtre. Il y avait des gribouillis, un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas, et puis dans la lourde écriture en capitale de mon père, 142 paiements. Vendredi. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. 142,8. C'était le raccourci pour 142 800 $. Paiement vendredi. Il s'attendait à ce que l'argent arrive demain, et il l'avait déjà alloué. Paiement pouvait signifier hypothèque ou dette ou les pertes de jeu de Gavin. Cela n'avait pas d'importance. Il ne le gardait pas pour moi. Il le dépensait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo haute résolution du bloc-notes. J'ai ajusté le contraste dans les paramètres d'édition jusqu'à ce que l'indentation soit clairement lisible. Je l'ai téléchargé sur le disque crypté que Monica avait configuré. Élise, la voix de mon père m'a fait sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant la lumière. « Salut, papa », ai-je dit, glissant le téléphone dans ma poche. « Tu as meilleure mine », a-t-il dit, m'évaluant. « Plus calme ?»« Je le suis », ai-je dit. « Je pense que j'ai juste besoin de me reposer. Peut-être trouver un emploi. »« Bon plan », a-t-il dit. « Ne t'inquiète pas pour les grosses choses en ce moment. Laisse la famille s'occuper du gros du travail. »« D'accord, ai-je dit. Je vais m'allonger. Je ne suis pas allé dans la chambre d'amis. Je suis allé à ma voiture. J'avais besoin d'envoyer ça à Elliot dès que je me serais assise sur le siège conducteur. Mon téléphone a vibré. C'était une notification par email, non pas de ma famille cette fois, mais d'Iron Leaf. Elliot avait envoyé la lettre de préservation et la demande formelle de ma commission. C'était leur réponse. J'ai ouvert l'email. Il venait du conseiller juridique général d'Iron Leaf. Chère Madame Scott, nous avons bien reçu la correspondance de votre avocat concernant le paiement de la commission pour l'accord de location de Ridgefield. Veuillez noter que conformément à la section 4.2 de votre contrat de travail, les commissions sont annulables en cas de résiliation pour faute grave. Votre emploi a été résilié à la suite d'une enquête interne qui a conclu que vous aviez violé les politiques de confidentialité des données de l'entreprise. Plus précisément, nos journaux indiquent que des données clients sensibles ont été transférées depuis vos identifiants vers un serveur externe non autorisé. En raison de cette violation, toutes les compensations en attente sont obtenues, en attendant un audit forensique complet. Sincèrement, service juridique, Iron Leaf Commercial Partners. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils nagent devant mes yeux. Violation de la confidentialité des données, serveur externe non autorisé. Mon téléphone a sonné. C'était Elliot. « L'as-tu vu ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je étouffé. Ils disent que j'ai volé des données. C'est pourquoi ils m'ont licencié. C'est pourquoi ils gardent l'argent. » C'est un écran de fumée, a dit Elliot, sa voix dure. Ou c'est un coup monté. Tu n'as pas transféré de données. N'est-ce pas? Non, jamais. Alors quelqu'un l'a fait en utilisant tes identifiants, a dit Elliot.
Quelqu'un qui avait besoin d'une raison pour que tu sois licencié immédiatement afin que l'argent soit en suspens. Quelqu'un qui savait que si tu étais licencié pour faute grave, l'entreprise gèlerait les fonds, leur donnant le temps de rediriger le dépôt. Qui ? Ai-je demandé, bien que la réponse se formait déjà au fond de mon estomac. Qui pourrait faire ça ? Où étais-tu la nuit avant d'être licencié ? A demandé Elliot. J'étais ici, ai-je dit, regardant la maison. Je suis venu dîner. J'avais mon ordinateur portable de travail. Je l'ai laissé dans le salon pendant que j'aidais maman à faire la vaisselle. Et qui est l'expert en technologie dans ta famille ? A demandé Elliot. J'ai regardé à travers le pare-brise. Gavin était en train de se garer dans l'allée. Il est sorti de sa voiture, sifflant, l'air d'un homme qui venait de gagner à la loterie. Gavin, ai-je chuchoté. Exactement, a dit Elliot. Il n'a pas seulement volé l'argent. Élise, il t'a piégé pour s'assurer que tu ne pouvais pas te battre pour ça. J'ai regardé mon frère entrer dans la maison. Il ne ressemblait plus à de la famille. Il ressemblait à une cible. Qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé. Maintenant, a dit Elliot, on arrête d'être sur la défensive. Maintenant, on passe à l'offensive. Tu vas rester dans cette maison, Élise. Tu vas être la petite sœur la plus douce et la plus brisée qu'ils aient jamais vue, et tu vas enregistrer chaque mot qu'ils disent. Elliot Crane m'avait donné des instructions très spécifiques avant que je ne retourne dans la fosse aux lions. Tu dois avoir l'air d'avoir déjà perdu, m'a-t-il dit au téléphone, les épaules basses, les yeux rouges, parle doucement. Si tu as l'air d'une combattante, ils garderont leur bouclier levé. Si tu as l'air d'une victime, ils baisseront leurs épées pour signer les papiers. Je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes. Prenant mon courage à deux mains, je me suis frotté les yeux jusqu'à ce qu'ils soient réellement irrités. J'ai ébouriffé mes cheveux, retirant quelques mèches de mes couettes pour que j'aie l'air effiloché, négligé. J'ai laissé l'air froid des bouches d'aération sécher ma peau. J'avais besoin de ressembler à une femme qui avait passé 24 heures à dormir dans une berline, parce que c'est exactement ce que j'étais. J'ai monté l'allée. Mes jambes me semblaient lourdes. Non seulement par épuisement, mais par le poids de la performance que j'étais sur le point de donner. J'ai frappé à la porte d'entrée. Je n'ai pas utilisé ma clé. Les invités frappent. Les victimes frappent. Gavin a ouvert la porte. Il portait une chemise fraîche, sentant l'après-rasage cher. Il m'a regardé et pendant une fraction de seconde, j'ai vu un éclair d'agacement. Mais ensuite il a vu mon visage, la rougeur, la posture affaissée, et un sourire s'est étendu sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un joueur de poker qui voit son adversaire se coucher. Puis-je entrer ? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il fait trop froid dans la voiture. S'il te plaît, Gavin, juste pour ce soir. Il a reculé, ouvrant la porte en grand d'un mouvement théâtral de son bras. Bien sûr, a-t-il dit. Nous nous demandions quand tu cesserais d'être têtu. Entre. Maman a fait un pot-au-feu. La maison était chaude. Elle sentait le romarin et la viande rôtie. Une odeur qui signifiait habituellement le confort, mais qui maintenant sentait le pot de vin. Je suis entré dans le salon, serrant fermement mon sac à main contre mon flanc. Dans ce sac se trouvait mon téléphone, exécutant une application d'enregistrement vocal haute fidélité. Elliot m'avait dit de la laisser fonctionner dès que je franchirais le seuil. Sharon et Dal étaient dans la cuisine, mettant la table. Quand ils m'ont vu, la performance a commencé. Oh, Dieu merci, a dit Sharon, se précipitant pour me serrer dans ses bras. Elle se sentait raide, comme si elle serrait un mannequin. Nous étions si inquiets pour toi dehors. Mais tu connais ton père. Il pense que tu as besoin d'une main de fer pour apprendre la responsabilité. Je sais, ai-je dit, fixant le sol. Je ne sais juste pas quoi faire. Assieds-toi, a ordonné Dal, pointant ma chaise habituelle. Mange. Nous allons trouver une solution. Le dîner a été une leçon de manipulation. Ils ont rempli mon assiette de nourriture. Ils m'ont versé un verre de vin rouge. Ils ont parlé d'une voix douce et apaisante. Mais la conversation ne s'est jamais éloignée d'un seul sujet, mon incompétence. C'est dommage pour Iron Leaf, a dit Gavin, coupant sa viande avec précision. Mais honnêtement, Élise,
cet environnement de vente sous haute pression ne t'a jamais fait du bien. Tu es trop émotive. Tu craques sous le stress. Regarde-toi maintenant. J'ai pris une bouchée de pommes de terre. Ça avait le goût de sueur. Je suppose que tu as raison, ai-je marmonné. Je pensais vraiment que j'avais cet accord. Tu l'as imaginé, a dit Sharon rapidement. Tout comme tu as imaginé ces emails. Le stress fait des choses terribles à l'esprit. Chérie, nous voulons juste que tu sois en sécurité. Puis est venu le pivot. Dal s'est essuyé la bouche avec une serviette et s'est raclé la gorge. Il a regardé Sharon, puis Gavin. Un signal silencieux est passé entre eux. Puisque tu es ici, a dit Dal, et puisque tu n'es manifestement pas en état de gérer tes affaires, nous pensons qu'il est préférable que nous formalisions l'aide que nous t'offrons. Il a tendu la main sous la table et a sorti une chemise cartonnée. Il l'a glissée sur la nappe vers moi. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon verre de vin. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Juste une autorisation temporaire, a dit Dal avec désinvolture. Cela me permet, à Gavin et moi, de parler à la banque pour toi, de gérer ton dossier de chômage. Peut-être de s'occuper de l'assurance automobile pour qu'elle ne soit pas annulée. Juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. J'ai ouvert le dossier. C'était un document épais, dense de jargon juridique. L'entête indiquait « Procuration générale durable ». Elliot m'avait prévenu à ce sujet. Ils appelleront ça un permis, m'avait-il dit. Mais si ça dit procuration générale durable, ça signifie qu'ils deviennent toi. Ils peuvent signer des chèques, vendre des biens, ouvrir des comptes et vider des actifs. Si tu signes ça, le vol devient légal. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que le microphone dans mon sac le capte. J'ai fait semblant de lire la première page, déplaçant mon doigt lentement sur les lignes comme un enfant qui apprend à lire. Ça semble compliqué, ai-je dit. C'est un modèle standard, a dit Gavin, se penchant en arrière sur sa chaise. Ne complique pas les choses. Signe juste la dernière page. Nous avons un ami notaire qui vient demain matin pour l'estampiller. J'ai feuilleté les pages. Je cherchais quelque chose de précis. Elliot m'avait dit que les voleurs avaient généralement un objectif précis en tête, et qu'ils l'écrivaient souvent dans le contrat pour s'assurer qu'ils étaient couverts. Je l'ai trouvé à la page 4, enfoui dans un paragraphe sur les actifs liquides et la compensation. La clause disait, l'agent aura toute autorité pour recevoir, déposer et gérer toutes les compensations d'emploi, primes et commissions en attente, y compris, mais sans illimité, les fonds d'Iron Leaf Commercial Partners. J'ai figé. Ils avaient en fait écrit le nom de l'entreprise dans le document. J'ai levé les yeux. J'ai écarquillé les yeux. Innocent, papa, ai-je dit. Pourquoi cette partie parle-t-elle de ma commission ? Je pensais qu'Iron Leaf ne me payait pas. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans le coin. Gavin a arrêté de mâcher. Il a regardé Dal. Dal a froncé les sourcils. C'est juste une clause générale, a dit Dal, sa voix baissant d'un ton, au cas où il changerait d'avis, au cas où nous devrions les poursuivre pour ça. Mais ça dit que vous pouvez le gérer, ai-je dit. Ça veut dire que vous pouvez le dépenser, n'est-ce pas? Gavin a ricané. Il n'a pas pu s'en empêcher. Son arrogance était son trait de caractère dominant, et elle allait être sa perte. Quelqu'un doit le gérer, a dit Gavin, posant sa fourchette avec un bruit métallique. Parce que si cet argent arrive sur ton compte, tu vas le gaspiller pour quelque chose de stupide. Une nouvelle voiture, des vacances. Tu n'as aucune notion d'investissement à long terme. Élise, nous essayons de construire un patrimoine générationnel pour cette famille. Un patrimoine générationnel, ai-je répété doucement. Avec mon argent, c'est de l'argent de famille, a corrigé Gavin sèchement. Et nous le gardons en sécurité. Nous te rendons service. D'accord, ai-je dit. Je comprends. Vous le gardez pour moi. J'ai tendu la main vers mon verre de vin, prenant une lente gorgée pour calmer ma main tremblante. J'avais besoin d'une chose de plus. J'avais besoin du lien vers le crime. Alors j'ai dit, gardant ma voix conversationnelle, c'est pourquoi tu avais besoin de mon téléphone l'autre soir pour arranger ça. Sharon s'est raidie. Quel téléphone ? A-t-elle demandé, faisant semblant de ne pas savoir.
J'ai regardé Gavin directement. Quand j'étais dans l'allée avant que tu ne me dises de dormir dans la voiture, tu as emprunté mon téléphone. Tu as dit que tu avais besoin de vérifier une carte pour le livreur de pizza. Mais tu obtenais le code pour changer le compte bancaire, n'est-ce pas? Gavin a ri. C'était un petit son bref. Il a pris son verre de vin et a fait tourner le liquide sombre. Tu me donnes trop de crédit, a-t-il dit. Ou peut-être que tu es juste paranoïaque. Mais l'horodatage était minuit, ai-je pressé, et tu as été le seul à toucher mon téléphone. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Il m'a regardé droit dans les yeux, son visage tordu dans un sourire de supériorité absolue. Élise, a-t-il dit doucement. Tu pleurais toutes les larmes de ton corps. Tu étais un désastre. Tu dormais comme une morte sur le siège avant. Tu n'aurais pas su si une fanfare traversait ta voiture, et encore moins qui touchait ton téléphone. Qui va te croire? Tu es la fille folle qui a été licenciée et qui a dormi dans sa Jeda. Il n'a pas dit oui, je l'ai fait. Mais il a dit tu ne peux pas prouver que je l'ai fait parce que tu étais inconsciente. C'était un aveu d'opportunité. C'était un aveu qu'il savait exactement dans quel état j'étais. Et il avait mentionné le siège avant. Je ne t'ai jamais dit que je dormais sur le siège avant, ai-je dit doucement. J'aurais pu être à l'arrière. Gavin a cligné des yeux. Le sourire a vacillé une fraction de seconde. Je t'ai vu, a-t-il dit rapidement. De la fenêtre, n'est-ce pas? Ai-je dit, de la fenêtre. J'ai fermé le dossier. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit, j'ai mal à la tête. Puis-je simplement le signer demain matin? Dal semblait prêt à argumenter, mais Sharon a posé une main sur son bras, laisse-la se reposer, Dal. Elle est là. Elle ne va nulle part. Nous pouvons le faire au petit déjeuner. Bien, a grogné Dal. Mais ne pense pas que tu vas quitter cette maison avant que ce ne soit signé. C'était une menace. Claire et simple. Je me suis levé, prenant mon sac à main. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Je vais juste aux toilettes et ensuite j'irai dans la chambre d'amis. La chambre d'amis est pleine de cartons, a dit Gavin. Dors sur le canapé. D'accord, ai-je dit. Le canapé. Je suis entré dans le salon. Mon cœur battait si vite que j'avais le vertige. J'avais l'enregistrement. Ce n'était pas une confession, mais c'était une corroboration. Cela prouvait qu'ils me faisaient pression pour l'argent. Cela prouvait qu'ils avaient préparé des documents juridiques pour le saisir. Je suis allé d'abord aux toilettes du bas. J'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le robinet pour masquer tout bruit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai immédiatement téléchargé le fichier sur le stockage cloud que Monica avait configuré. Fichier téléchargé, conversation dîner 013. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air épuisé, mais mes yeux étaient clairs. Je n'étais pas la victime qu'il pensait que j'étais. J'ai tiré la chasse d'eau et je suis entré dans le salon. Les lumières étaient tamisées. Le canapé était fait avec une fine couverture et un oreiller grumeleux. C'était un contraste frappant avec les chambres confortables à l'étage où il dormirait. Je me suis assise sur le bord du canapé pour enlever mes bottes. J'ai posé mon sac à main sur la table basse. En me penchant en avant, un éclat de lumière a attiré mon attention. Il venait de l'étagère de l'autre côté de la pièce, niché entre une pile de vieilles encyclopédies et un vase décoratif en céramique. C'était une petite pulsation rythmique. Bleu, clignotement, bleu, clignotement. J'ai figé. Je connaissais ce clignotement. C'était le voyant d'état d'une connexion. Je me suis levé lentement, feignant de m'étirer. J'ai bâillé bruyamment pour le bénéfice de quiconque écoutait. J'ai marché vers l'étagère, faisant semblant de regarder les titres. J'ai regardé de plus près le vase en céramique. Caché dans l'ombre du vase se trouvait un petit cube noir, une caméra Wiz, ou peut-être une caméra Ring intérieure. Il était difficile de dire la marque, mais l'objectif était indubitable, et il était pointé directement sur le canapé. Plus précisément, il était incliné vers la table basse, vers mon sac à main, vers l'endroit où je poserais ma tête. Il ne me fermait pas seulement à clé. Il me surveillait. Il voulait savoir si je passais des appels. Il voulait savoir si je prenais des photos de leurs documents. Il voulait savoir si je dormais vraiment.
Une froide réalisation m'a envahi. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un siège. Ils avaient transformé ma maison d'enfance en un panoptique. Si j'essayais de partir au milieu de la nuit, ils le sauraient. Si j'essayais de fouiller la maison pour trouver des preuves, ils le verraient. J'ai tourné le dos à la caméra, protégeant mon visage. Je suis retourné au canapé et je me suis allongé, tirant la couverture jusqu'à mon menton. J'avais besoin d'agir vite. J'avais besoin de sortir, mais pas ce soir. Ce soir, je devais leur faire un numéro. J'ai fermé les yeux et j'ai forcé ma respiration à ralentir, imitant le rythme d'un sommeil profond. J'ai attendu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré contre ma hanche sous la couverture. Un texte d'Elliot. As-tu quelque chose? Je n'ai pas osé bouger pour le vérifier. Je suis resté parfaitement immobile, laissant la caméra observer une femme qui semblait brisée tandis que mon esprit tournait à 100 à l'heure, complotant les coordonnées exactes de mon évasion. Le lendemain matin, j'ai joué le rôle de la fille obéissante à la perfection. J'ai signé la dernière page de la procuration, non pas avec ma vraie signature, mais avec une légère variation que j'avais utilisée une fois sur un contrat d'abonnement à une salle de sport il y a des années. Pour un observateur occasionnel, cela semblait authentique. Pour un expert en écriture médico-légale, c'était une contrefaçon. Je leur ai dit que je devais aller à la pharmacie pour prendre des anxiolytiques. Sharon, désireuse de soutenir le récit de ma fragilité mentale, m'a pratiquement poussé dehors. Je suis allé directement à un café dans la ville voisine de Littleton. Elliot Crane avait organisé une réunion. Il m'a dit de ne pas venir à son bureau. Il ne voulait pas que ma famille suive ma position jusqu'à un cabinet d'avocats. Au lieu de cela, il m'a envoyé les coordonnées d'une cabine à l'arrière d'un Panera Bread. Assis là, ce n'était pas Elliot. C'était Caleb Vance. Caleb était l'une des rares personnes d'Iron Leaf que je respectais réellement. Il travaillait dans la sécurité informatique, un gars tranquille qui passait plus de temps avec les baies de serveur qu'avec les gens. Nous avions lié une haine partagée de la machine à café du bureau. Quand je l'ai vu, il avait l'air nerveux. Il n'arrêtait pas de regarder la porte, tapant du pied sur le linoléum. « Élise » a-t-il chuchoté quand je me suis assise. Il n'a pas souri. Elliot m'a dit ce qui s'était passé, ou du moins sa version. « C'est la vérité, Caleb » ai-je dit, gardant ma voix basse. Ils m'ont licencié 30 minutes après avoir conclu l'accord de Ridgefield. Ils retiennent ma commission. Caleb a pris une gorgée de son thé glacé. C'est pire que ça. Je ne devrais pas être ici. S'ils découvrent que je parle à une employée licenciée, je perds ma pension. Mais quelque chose ne sent pas bon. Il a glissé un morceau de papier plié sur la table. C'était une impression d'un journal de serveur. C'est la raison que le service juridique a donnée pour votre licenciement, a dit Caleb. Exfiltration de données. Des choses sérieuses. Ils affirment que vous avez envoyé la base de données client complète, nom, conditions de location, date de renouvellement, à un destinataire externe. J'ai regardé le journal. L'horodatage était surligné en jaune. 2h13 du matin. Mercredi. 2h13 du matin. Ai-je demandé. Je dormais dans ma voiture. Mon ordinateur portable était. J'ai éteint mon ordinateur portable mardi soir, la nuit avant que je ne sois licencié. J'étais chez mes parents pour le dîner. J'avais apporté mon ordinateur portable de travail à l'intérieur parce que je voulais montrer à mon père les rendus du projet de Ridgefield. Je l'avais laissé sur l'îlot de la cuisine en charge pendant que nous regardions un film dans le salon. L'email a été envoyé depuis vos identifiants, a expliqué Caleb. Mais voici le coup de maître. Regardez l'adresse IP. J'ai scanné les chiffres. Ce n'était pas l'adresse IP du bureau. Ce n'était pas l'adresse IP de mon appartement. C'était une adresse IPv6 qui me semblait vaguement familière. J'ai effectué une trace de route, a dit Caleb, elle se résout en un résidentiel à Ridgefield. Plus précisément, un sous-réseau Comcast qui dessert la zone de Maple Drive. Mon sang s'est glacé. C'est la maison de mes parents. Je sais, a dit Caleb. Et puisque vous étiez prétendument endormi dans votre voiture la nuit suivante lorsque les informations bancaires ont été modifiées, cela établit un schéma. Mais Élise, regardez le destinataire. J'ai regardé l'adresse email dans le champ A.
Ce n'était pas un concurrent comme CBR ou JLL. C'était une adresse Gmail. Vertex Développement LLC Gmail comment, ai-je lu à voix haute. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Moi si, a dit Caleb d'un ton sombre. C'est une petite entreprise agressive qui nous a volé nos locataires de niveau intermédiaire. Ils ont réduit nos taux de location de 5%. Quelqu'un leur fournit nos dates d'expiration. J'ai fixé le nom Vertex. Pourquoi cela me semblait-il familier? Et puis ça a fait tilt. Il y a 6 mois, lors d'un barbecue. Gavin s'était vanté d'un nouveau contrat de conseil. Il avait dit qu'il faisait du développement commercial pour un nouvel acteur affamé sur le marché. Il les avait appelés les Vertex Guys. J'avais ri, supposant que c'était un autre de ces systèmes de marketing multiniveau ou une arnaque à la crypto-monnaie. Mon frère, ai-je chuchoté, mon frère travaille avec Vertex. Caleb a hoché la tête. C'est ce que je pensais. Élise, si ce journal est réel, il semble que vous vous soyez connecté depuis la maison de vos parents et que vous ayez envoyé la liste des clients aux partenaires commerciaux de votre frère. C'est de l'espionnage industriel. C'est pourquoi ils vous ont licencié pour faute grave. Cela leur donne une raison à toute épreuve d'annuler votre contrat. Mais je ne l'ai pas envoyé, ai-je dit, ma voix s'élevant. Il a dû utiliser mon ordinateur portable pendant que j'étais dans l'autre pièce. Il m'a regardé taper mon mot de passe 1000 fois. Je vous crois, a dit Caleb. Mais Iron Leaf non. Pour eux, vous êtes la taupe. Et franchement, avec cette preuve, ils peuvent probablement vous poursuivre en dommages et intérêts, pas seulement garder la commission. Je me suis senti malade. Il ne s'agissait plus seulement de voler les 142 000 $. Gavin m'avait vendu pour faire avancer sa propre carrière. Il avait utilisé mon accès pour alimenter ses partenaires, sachant pertinemment que cela détruirait la mienne. Il avait brûlé ma carrière pour se réchauffer les mains. Pouvez-vous prouver que ce n'était pas moi? Ai-je demandé. Pas d'après les journaux, a dit Caleb. Les identifiants sont les vôtres. L'emplacement est la maison de votre famille. À moins que vous ne puissiez prouver que quelqu'un d'autre était au clavier. Vous êtes foutu. Il s'est levé. Je dois y aller. Gardez ce journal. Il pourrait aider votre avocat à trouver une échappatoire. Mais Élise, faites attention à vous. Ces gars de Vertex, ils ne sont pas propres. Si votre frère est mêlé à eux, ils jouent un jeu dangereux. J'ai regardé Caleb partir. Je suis resté là pendant 10 minutes, fixant le papier. La trahison était si profonde, si complexe, c'en était presque impressionnant. Gavin n'avait pas seulement saisi une opportunité lorsque j'ai perdu mon emploi. Il avait orchestré la perte d'emploi. Je suis retourné à la maison. Je devais y retourner. Mes vêtements étaient là. Mes papiers signés étaient là. Et maintenant je savais exactement ce que je cherchais. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison était calme. Le camion de dalle était parti. La voiture de Gavin était partie. Seul le SUV de Sharon était dans le garage. Je suis entré par la porte latérale, me déplaçant silencieusement. J'ai pu entendre la voix de Sharon dériver de la véranda. Elle était au téléphone. Je me suis arrêté dans la buanderie, pressant mon oreille contre l'encadrement de la porte. Oui, je sais. Je sais, disait Sharon. Sa voix était nette, efficace, rien à voir avec la mère inquiète qu'elle jouait quand j'étais dans la pièce. Gavin a dit qu'il avait envoyé le fichier mardi. Il devrait l'avoir. Pause. Eh bien, il garde l'argent, a-t-elle poursuivi. Iron Leaf l'a gelé. C'était le plan, n'est-ce pas? Si elle est licenciée pour vol, elle ne peut pas réclamer la commission. Alors nous attendons juste que les choses se calment et nous transférons les fonds du compte secondaire. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Elle savait. Elle n'était pas seulement une facilitatrice passive. Elle était une participante active. C'était le plan, n'est-ce pas? Écoute, je dois y aller, a dit Sharon. Elle est allée à la pharmacie. Elle sera bientôt de retour. Nous devons la garder calme jusqu'à ce que la procuration soit validée par la banque. Assurez-vous juste que Gavin ne dépense pas sa part avant que nous ne l'ayons réellement. Elle a raccroché. J'ai reculé lentement, entrant dans la cuisine. J'ai fait semblant d'ouvrir bruyamment la porte du réfrigérateur, puis de la claquer.
Maman, ai-je appelé. Je suis de retour. Sharon est apparue dans l'embrasure de la cuisine une seconde plus tard. La transformation a été instantanée. Ses épaules se sont affaissées. Son visage s'est adouci en ce masque de préoccupation. « Oh, salut chérie », a-t-elle dit. « As-tu eu ton médicament ?»« Oui », ai-je dit, levant le petit sac blanc de CVS. « Je me sens un peu mieux. »« Bien », a-t-elle dit. « Ton père est allé à la quincaillerie. Gavin est à une réunion. Pourquoi ne te reposes-tu pas ? » « Je le ferai, » ai-je dit, « je vais juste me faire un sandwich. » Elle m'a regardé un instant, puis a hoché la tête et est montée à l'étage. Dès que j'ai entendu ses pas au 2e étage, j'ai bougé. Je n'ai pas fait de sandwich. Je suis allé au tiroir fourre-tout dans l'îlot de la cuisine. Dans chaque foyer américain, il y a un tiroir fourre-tout. C'est là que les piles, les élastiques et les secrets vont mourir. Si Gavin avait utilisé mon ordinateur portable mardi soir, il aurait pu laisser quelque chose derrière lui. Ou s'il travaillait avec Vertex, il pourrait y avoir une trace. J'ai fouillé dans le désordre, de vieux reçus, un tournevis, une pile de coupons périmés, puis, poussé tout au fond sous une boîte d'allumettes, je l'ai trouvé, une carte d'identité en plastique. Elle était blanche avec une bande magnétique au dos. Ce n'était pas un badge Iron Leaf, mais c'était une carte d'accès par proximité, le genre utilisé pour les immeubles de bureaux sécurisés. Je l'ai retourné. Il y avait un autocollant au dos avec un code écrit à la main, 5400. Suite 4 cents. Je connaissais le bâtiment Iron Leaf. Nous étions aux étages 10 à 12, mais la suite 400 était au 4e étage. C'était un espace sous-loué. Je me suis souvenu d'avoir vu des gens emménager il y a quelques mois. J'ai regardé à nouveau l'avant de la carte. Elle était vierge, à l'exception d'un petit logo imprimé dans le coin, un pic de montagne vert stylisé, Vertex. Mais ce n'était pas la partie accablante. La partie accablante était que collé à la carte se trouvait un petit pense-bête jaune. Sur le pense-bête, de l'écriture de Gavin, se trouvait une liste de dates, 10 12e accès accordés. Octobre 2014 test de pont réseau. Octobre 2015 ES Laptop. ES Laptop. L'ordinateur portable d'Ellie Scott. Il l'avait planifié. Il avait un emploi du temps. Il avait utilisé son accès au bâtiment via cette carte Vertex pour se rapprocher du réseau d'Iron Leaf, puis avait utilisé mon appareil physique pour établir le pont. Mais pourquoi cette carte était-elle dans le tiroir fourre-tout de mes parents? Puis j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Le grondement du lourd moteur a vibré à travers le sol. Dal était rentré. J'ai glissé la carte dans ma poche. J'ai attrapé une pomme dans la corbeille de fruits juste au moment où la porte s'ouvrait. Dal est entré, portant un sac de paillis. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Il a regardé la télévision dans le salon, qui était éteinte. Puis moi. Je pensais que tu dormais, a-t-il dit, ses yeux se rétrécissant. Juste en train de prendre un encas, ai-je dit, croquant la pomme. Maman est à l'étage. Dal n'a pas bougé. Il est resté là, tenant le paillis, me fixant. Il a regardé le tiroir fourre-tout, qui était légèrement entrouvert. Ses yeux sont revenus sur mon visage. Ferme le tiroir, Élise, a-t-il dit doucement. J'ai figé. Nous aimons garder les choses en ordre, a-t-il dit. Tu le sais. J'ai tendu la main et j'ai poussé le tiroir fermé avec ma hanche. Désolé, ai-je dit, cherchant une serviette. Les serviettes sont dans le garde-manger, a dit Dal. Il m'a dépassé. Si près que son épaule a frôlé la mienne. Ne fouille pas là où tu n'as pas besoin de fouiller. Tu pourrais te couper. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Je suis allé au salon, mes jambes tremblantes. Je me suis assise sur le canapé directement devant la caméra cachée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de jouer à un jeu sous la table, caché par mon sac à main. J'ai pris une photo de la carte clé Vertex dans ma main. Je l'ai envoyée à Elliot. Puis j'ai tapé un message à Monica, j'ai trouvé le lien. Gavin n'est pas seulement un voleur. C'est un espion d'entreprise et mes parents blanchissent l'argent. Un instant plus tard, Monica a répondu, sortez de là maintenant. Je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin d'une chose de plus.
J'avais besoin de savoir où l'argent irait une fois qu'il serait sur le compte. Si je partais maintenant, ils sauraient que j'étais sur leurs traces. Ils déchiquéteraient tout. J'ai entendu des pas descendre l'escalier, Sharon, et du garage, Dal sifflait. Ils pensaient m'avoir piégé. Ils pensaient que j'étais la fille folle qui avait besoin de leur protection. Mais ils ont oublié une chose. J'étais une vendeuse. Je savais comment conclure une affaire. Et je savais comment attendre que l'autre côté cède. J'ai regardé l'objectif de la caméra cachée dans l'étagère. J'ai souri, un sourire faible, pathétique, brisé. Je vais faire une sieste, ai-je annoncé à la pièce vide. Je me suis allongé, serrant la carte Vertex dans ma poche comme un couteau. Le rebondissement n'était pas seulement qu'il m'avait volé. Le rebondissement était que toute ma carrière, ma plus grande réussite, avait été conçue pour être mon cercueil, et Gavin tenait le marteau. J'ai quitté la maison de mes parents 20 minutes après avoir trouvé la carte clé Vertex. Je ne leur ai pas dit que je partais. J'ai simplement franchi la porte latérale, suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un motel de l'autre côté de l'autoroute. Le genre d'endroit où le néon bourdonnait d'un scintillement mourant et où le réceptionniste était assis derrière une vitre par balle. J'avais besoin d'une forteresse. Cette pièce sentant le nettoyant industriel et la fumée de cigarettes éventées, était-ce cela? À 9 h le lendemain matin, Elliot Crane a lancé le premier missile. Il n'a pas seulement envoyé une lettre. Il a déposé une plainte formelle pour fraude d'identité, grand larcin et licenciement abusif devant le tribunal de district. Joint au dossier, un dossier numérique qui ressemblait à une autopsie médico-légale de la trahison de ma famille. Il contenait les enregistrements vocaux de Gavin admettant le virement bancaire. Il contenait l'affidavit du notaire prouvant la falsification de Sharon. Il contenait les journaux IP que Caleb Vance avait risqué sa carrière pour obtenir. Mais la preuve la plus accablante était la carte clé Vertex que j'avais trouvée dans le tiroir fourre-tout. Elliot a envoyé une copie de cette carte clé scannée directement au conseil d'administration d'Iron Leaf. Il n'a pas demandé de réunion. Il en a exigé une, déclarant que s'il ne s'occupait pas de l'espionnage industriel qui se déroulait sous leur nez, il porterait l'histoire aux revues spécialisées avant midi le vendredi. Les entreprises ne craignent pas la justice. Elles craignent l'embarras et elles craignent la responsabilité. À 10 h, nous étions assis dans la salle de conférence principale d'Iron Leaf, la même salle où, 48 heures auparavant, Marcus m'avait serré la main et m'avait promis une commission record. L'atmosphère était stérile et glaciale. D'un côté de la table en acajou était assis le conseiller juridique général d'Iron Leaf, un homme nommé Sterling, qui semblait taillé dans le granit. À côté de lui se trouvait la directrice des RH qui m'avait licencié, l'air beaucoup moins confiante qu'il y a 2 jours. De mon côté étaient assis Elliot Crane et Sarah Vance, l'enquêtrice en fraude de la banque. J'étais assise au milieu. Je ne portais pas de costume. Je portais un jean et un pull propre. J'en avais marre de me déguiser pour des gens qui voulaient me détruire. Sterling a ouvert un dossier. Il n'a pas offert de café. Nous avons examiné la soumission de votre conseil, a dit Sterling, sa voix dépourvue d'émotion. C'est un récit convaincant. Cependant, il reste que vos identifiants ont été utilisés pour exfiltrer des données propriétaires. Iron Leaf maintient une politique de tolérance zéro. Elliot s'est penché en avant. Il n'a pas regardé Sterling. Il a regardé la directrice des RH. La politique de tolérance zéro est admirable, a dit Elliot avec douceur. Mais parlons du calendrier. L'exfiltration s'est produite à 2 h 13 du matin. À ce moment précis, ma cliente dormait dans son véhicule dans une allée. Un fait corroboré par 3 voisins qui ont vu la voiture et par l'aveu de son frère sur cet enregistrement. Elliot a tapoté sa tablette. La voix de Gavin a rempli la salle de conférence. Elle est endormie. J'ai vérifié. Elle dort sur le putain de siège avant comme je lui ai dit. Sterling n'a pas bronché, mais sa mâchoire s'est serrée. De plus, a interjeté Sarah Vance, l'adresse IP utilisée pour l'exfiltration correspond à la passerelle résidentielle de Dal et Sharon Scott. Cette même adresse IP a été utilisée 5 heures plus tard pour tenter un virement frauduleux du fournisseur de paix d'Iron Leaf vers un compte détenu uniquement par Gavin Scott. La banque a signalé cela comme une prise de contrôle coordonnée de compte. C'est une affaire de famille, a dit Sterling d'un ton désinvolte. Ça devient une affaire d'entreprise lorsque le destinataire des données volées est Vertex Développement, a rétorqué Elliot.
Il a glissé la photo de la carte clé sur la table. Cette carte clé a été trouvée en possession de Gavin Scott. Il est consultant pour Vertex. Si vous persistez à retenir la commission de Mademoiselle Scott sur la base d'une action que son frère a entreprise pour voler vos clients, vous ne faites pas seulement un licenciement abusif d'une employée. Vous aidez et encouragez le concurrent qui vous vole. La pièce est devenue silencieuse. C'était le levier. Iron Leaf ne se souciait pas de moi, mais il détestait Vertex. L'idée qu'il me refusait de l'argent, à moi la victime, seulement pour aider efficacement l'homme qui fournissait des pistes à leur rival, était un cauchemar de relations publiques auquel il ne pouvait pas survivre. Sterling a ramassé la photo de la carte clé. Il l'a regardée longtemps. Puis il a regardé la directrice des RH. Savions-nous que le frère était affilié à Vertex? A demandé Sterling. Non, la directrice des RH a chuchoté. Nous avons juste vu les journaux. Vous n'avez pas assez cherché, a claqué Sterling. Il s'est retourné vers moi. Il a fermé le dossier. Nous sommes prêts à stipuler que la violation de données n'a pas été autorisée par vous, a dit Sterling. Nous allons rétablir le paiement de la commission immédiatement. Cependant, le licenciement est maintenu. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de drame associé à notre équipe de vente. Je ne veux pas le poste, ai-je dit. J'ai parlé clairement, le regardant droit dans les yeux. Je veux mes 142 800 $, et je veux une lettre de recommandation indiquant que j'ai démissionné en bonne et due forme sans aucune constatation d'inconduite. Sterling a hésité. Ou, a dit Elliott, vérifiant sa montre. Je peux appeler la journaliste du Denver Business Journal. Je pense qu'elle adorerait le titre « Iron Leaf punit la victime d'un réseau d'espionnage industriel et point ». Sterling a soupiré. Il a sorti un chéquier de son portefeuille en cuir. Ce n'était pas un chèque de paie standard. C'était un chèque de règlement manuel tiré directement du compte d'exploitation de l'entreprise. Émettez le chèque, a dit Sterling à l'agent financier assis dans le coin, et rédigez la lettre. 20 minutes plus tard, je suis sorti du bâtiment. Je tenais un morceau de papier dans ma main d'une valeur de 142 800 $. Je détenais également une vindication que l'argent ne pouvait pas acheter. J'ai déposé le chèque immédiatement à la succursale la plus proche de ma nouvelle banque. Lorsque la guichetière m'a remis le reçu, indiquant le solde en attente, j'ai senti un poids physique se lever de ma poitrine. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'était un mur. Un mur entre moi et les gens qui prétendaient m'aimer. Mon téléphone a sonné alors que je retournais à ma voiture. C'était Sharon. Elliott m'avait dit de ne pas répondre, mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin d'entendre le son de leur défaite. J'ai répondu, mais je n'ai pas parlé. Élise. La voix de Sharon était rauque, mouillée de larmes. Élise, s'il te plaît. La banque vient d'appeler. Ils ont tout bloqué. Le compte joint, l'accès à la pension de ton père, même les cartes de crédit. Je sais, ai-je dit. Tu dois arrêter ça, a-t-elle supplié. Nous ne pouvons pas acheter d'épicerie. Le prêt relais pour l'affaire de Gavin est dû demain. Si nous ne le payons pas, les investisseurs viendront après la maison. Nous avons mis l'acte de propriété en garantie. J'ai arrêté de marcher. Je me suis tenu au milieu du parking, le vent balayant mes cheveux sur mon visage. Vous avez mis la maison en garantie pour l'affaire de Gavin? Ai-je demandé. Nous devions, a sangloté Sharon. Il a dit que c'était une affaire sûre. Il a dit que la commission couvrirait les intérêts jusqu'à ce que le versement de Vertex arrive. Élise, nous allons perdre la maison où tu as grandi. Ce n'est pas ma maison, ai-je dit. C'est l'endroit où vous m'avez regardé dormir dans une voiture pendant que vous voliez mon passeport. Nous sommes tes parents, a-t-elle crié. Comment peux-tu être si cruel? J'ai regardé le téléphone. J'ai regardé le bouton aux fins d'appel. Je ne suis pas cruel, maman, ai-je dit, je suis une étrangère. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Vous m'avez traité comme une cible. Les étrangers ne paient pas votre hypothèque. Élise. J'ai tendu le téléphone à Elliott qui marchait à côté de moi. Prends-le, ai-je dit. Elliott a porté le téléphone à son oreille. Sa voix était à la température de l'azote liquide. Madame Scott, a dit Elliott, c'est l'avocat de Mademoiselle Scott. Vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour fraude électronique et complot.
Toute nouvelle tentative de contacter ma cliente sera considérée comme une intimidation de témoin et sera ajoutée à la plainte. Ne rappelez plus ce numéro. Il a raccroché. Il m'a rendu le téléphone. Vous allez bien? A-t-il demandé. Je pense que oui, ai-je dit. Je pense que je vais enfin bien. Nous avons atteint ma voiture, mais je n'étais pas seul. Appuyé contre la porte côté conducteur se trouvait Gavin. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé. Ses yeux étaient injectés de sang. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis que les papiers étaient tombés par terre au DMV. Elliot s'est avancé, se plaçant entre moi et mon frère. Éloignez-vous du véhicule, monsieur Scott. Gavin l'a ignoré. Il m'a regardé. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air petit. Tu as tout fait exploser, a dit Gavin. Sa voix était creuse. L'affaire Vertex. Les investisseurs, ils se sont retirés ce matin quand ils ont entendu parler de l'enquête. Je suis fini. Élise, tu t'es fini toi-même, ai-je dit. Tu as été gourmand. J'essayais d'aider la famille, a-t-il insisté, retombant dans le vieux mensonge. J'essayais de faire un coup de maître pour tout le monde. Tu n'étais qu'un apport. Je ne suis pas un apport, ai-je dit, je suis ta sœur et tu m'as dit de dormir dans une voiture. Il a secoué sa tête, laissant échapper un rire amer. Tu vas vraiment laisser maman et papa perdre la maison pour de l'argent? Non, ai-je dit, pour la confiance. Et Gavin, la prochaine fois que tu essaieras de voler la vie de quelqu'un, assure-toi qu'ils ne sont pas meilleurs que toi en paperasse. Tu réagis de manière excessive, a-t-il murmuré, le réflexe mourant difficilement. Tu le fais toujours. Non, ai-je dit, je fais juste ce qui est juste. J'ai déverrouillé la voiture. Bouge, Gavin, ou Elliot appellera la police. Et cette fois, ils ne feront pas juste un rapport. Gavin a regardé Elliot. Il a regardé la fermeté de ma mâchoire. Il a finalement réalisé que le jeu était terminé. Il s'est éloigné de la voiture et a traversé l'asphalte. Il n'a pas regardé en arrière. Il marchait avec la démarche lourde et traînante d'un homme qui sait que l'heure de payer la note est enfin arrivée. Je suis monté sur le siège conducteur. C'était le même siège dans lequel j'avais dormi pendant 2 nuits. Le même siège où j'avais pleuré, le même siège où j'avais réalisé que j'étais seul. Mais il ne ressemblait plus à une cage. Il ressemblait à un cockpit. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert mon application email. J'ai rédigé un nouveau message. Destinataire, Sharon, Dahl, Gavin. Objet, avis final. Avec effet immédiat. J'ai rompu tous les liens financiers et personnels avec vous. Mon numéro de sécurité sociale a été signalé pour un suivi de fraude à haut risque. Toute tentative d'utiliser mon nom, mon crédit ou mon identité entraînera un signalement pénal immédiat. J'ai demandé à mon avocat de poursuivre toute violation dans toute la mesure de la loi. Ne me contactez pas. Ne venez pas à mon lieu de travail. Ne me cherchez pas. Vous vouliez mon argent plus que vous ne me vouliez. Maintenant, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Au revoir. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je suis allé à ma liste de contacts. J'ai fait défiler jusqu'au groupe intitulé Famille. J'ai cliqué sur modifier. J'ai cliqué sur supprimer le groupe. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce groupe? A demandé le téléphone. Oui, ai-je chuchoté. J'ai vu les noms disparaître. J'ai regardé l'application bancaire qui tournait en arrière-plan. Solde, 142 800 $. C'était suffisant pour recommencer. C'était suffisant pour déménager dans une nouvelle ville. Peut-être quelque part près de l'océan. Quelque part où l'air ne sentait pas la trahison. J'ai passé la vitesse. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le bâtiment d'Iron Leaf se dressait derrière moi. Un monolithe de verre où j'avais perdu mon innocence. Quelque part au loin, mes parents étaient assis dans une maison qui appartenait à la banque. Réalisant que la fille qu'ils avaient essayé de briser était la seule chose qui aurait pu les sauver. Je n'étais pas triste. Je me sentais légère. J'ai allumé la radio. J'ai baissé la vitre. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas attendu la permission de conduire.
J'ai juste appuyé sur l'accélérateur et je les ai tous laissés dans la poussière. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire d'Élise, de trahison et de rédemption. C'est un chemin difficile à parcourir quand les personnes qui vous blessent sont celles qui sont censées vous protéger. Mais parfois, partir est le seul moyen de survivre. J'aimerais savoir d'où vous écoutez aujourd'hui. Laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous.